retour sur Almoatine TV. C'est encore l'émission 30 minutes et puis c'est tout. Et oui, on est de retour après les vacances. On est là en pleine forme, plein d'énergie et j'ai, comme d'habitude, des invités à vous faire découvrir qui sont absolument géniaux. Alors, j'ai avec moi déjà Monsieur Defustel. Ouais, c'est moi. Un grand merci d'avoir répondu à l'invitation. Ben, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Ok. Et on a Mike Laveste. Salut. Salut. Juste salut. Tu connais pas ou quoi? Ah oui, c'est ça. Et en plus, vous avez tous les deux le même genre de... et vous êtes synchronisés. Ben oui, Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, ouais, c'est... Comment on dit, comment on appelle ça j'ai oublié. C'est dans l'air, non? C'est ça, c'est les esprits, les esprits intelligents, télépathiques. Voilà, c'est ça. Donc, même s'ils ne savaient pas qu'ils allaient être tous les deux ensemble aujourd'hui. Non. Mais voilà, comme quoi, hein, franchement, Ouais. je choisis bien mes invités, je dois dire. Voilà, c'est grâce à moi, en fait. Donc voilà, donc, alors, on va d'abord commencer par toi, Defustel. Donc, tu es un créateur de renom et qui pense et crée classe, puisque tout ce que tu fais, c'est de la classe et de la qualité. Je pense que ça, c'est vraiment là où tu veux vraiment te démarquer, si je ne me trompe pas. Alors, comment est-ce que l'aventure Defustel a commencé? Ah, c'est compliqué et c'est long. Bah, disons que je vais faire court, hein, c'est 30 minutes et puis c'est tout. C'est ça. Donc je vais parler, je vais me présenter très court. Non, je vais raconter un peu l'histoire très court. Donc disons que j'ai été contacté au départ par la marque de lunetterie italienne, Mondialiani. Avec qui j'ai fait un shooting pour sa campagne de communication. Et puis après, on a poursuivi l'aventure en termes de création. Et c'est donc comme ça que, à travers la lunetterie, j'ai mis le pied à l'étrier. Donc, grâce à lui, j'ai commencé à faire des Fashion Week, mais surtout à Milan. Oui. D'où mon histoire avec Milan. Oui, voilà. Oui, très amoureux de l'Italie, en tout cas. Exactement. Donc ça a commencé avec Mondialiani. Et puis après, de fil à aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes. Roberto Botticelli, TMB Fashion Group, la Nepicio Ceruti, et puis, jusqu'à aujourd'hui où je suis là, quoi. Est-ce qu'il faut parler italien pour que tu te sentes mieux ou bien c'est comment? Je parle pas italien, on va faire ciao. Non. C'est bon, en français. Mais pour ça, il faut pas. C'est ça, il faut avec les mains ici, là. C'est que fatto. Mais comment est-ce que tu t'es dit, voilà, maintenant je vais devenir un coup de fin, parce que c'est toi-même qui découpe. Je design, je design et je fais produire. D'accord, ok, donc c'est quand même le plus important, c'est le design. Oui, voilà. c'est clair. Donc comment est-ce que ça s'est venu et surtout que tu t'es dit, je ne vais faire que les hommes? Parce qu'en général, c'est plutôt les femmes qui ont plus, enfin la mode, on pense plutôt femmes, on a plutôt l'impression qu'il y a plus de débouchés, si je puis dire. Donc comment est-ce que toi tu t'es dit, non, moi je vais faire homme et j'ai découvert aussi que j'ai du talent dans le design? Ben, disons simplement que, étant passionné déjà par l'univers masculin, ce qu'on appelle l'univers sartorial ou l'art sartorial, je veux dire sartoria couture en italien, mais qui est devenu, c'est un tout. Hein, donc, tout ce qui concerne le vestiaire masculin, ça peut aller du chapeau jusqu'à la chaussette, donc des choses assez pointues. Étant passionné par ça, et étant donné que c'est l'univers que je maîtrise aussi le plus, je me suis concentré là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux toujours se concentrer sur ce qu'on connaît vraiment le mieux. Et puis après, au fil des collaborations, parce qu'avec beaucoup de marques au départ, c'était en tant qu'image, en tant qu'égérie. Mais au fur et à mesure de la collaboration, on est tombé dans le design, dans la réinterprétation de certaines pièces et dans le design de certaines pièces. Donc ça allait vraiment de manière progressive au fur et à mesure qu'on se connaissait, que les liens allaient plus loin, on allait plus loin dans la collaboration, la confiance. Voilà. Donc il y a eu des collaborations, toute une série de collaborations avec beaucoup de marques vraiment très pointues, très prestigieuses. Et puis après, à un moment donné, mes propres collections que je lançais à mon propre nom. Mais c'est des choses qui sont vraiment allées de manière très progressive. Hein. Donc au début, tu étais plutôt dans des marques, c'est toi qui mettais ta touche, si je puis dire. Et puis après, tu as décidé de dire non, maintenant c'est fini, maintenant c'est Defustel. Non, c'est pas que c'est fini, parce qu'on n'arrête jamais les collaborations. Parce que même si tu regardes Virgil Abloh, il collabore toujours avec Nike, il collabore avec BP, il collabore avec beaucoup de marques de street, hein, même s'il a sa propre marque, Off-White, mais en même temps directeur artistique de Louis Vuitton, mais il continue à collaborer avec d'autres marques. On n'arrête jamais de collaborer. Je veux dire, si tu te fermes la porte à ce niveau, ça ne va pas. Voilà, c'est comme un chanteur ou un musicien qui refuse, qui dit je ne fais jamais de featuring. C'est ça. Voilà, non, ça ne va pas.
Si tu es soi-même, quoi. C'est la base. C'est la base, il faut faire du featuring. Oui, il faut collaborer, il faut faire des featuring, c'est important. Ouais. Donc non, je continue à le faire, mais en même temps, je développe Defustel qui a sa propre identité. Parce que quand tu collabores avec une marque, tu respectes du mieux possible l'ADN de cette marque. Voilà, où tu fais en sorte que vos deux univers se croisent. Mais à un moment donné, tu as envie de t'exprimer, de faire ressortir ce qui est en toi, je vais dire, de manière sans qu'il y ait une influence quelconque d'une autre personne. Exactement. Et donc alors, comment est-ce que tu définirais ton style alors? Ben, classique, mais c'est pas que classique, hein. Tu sais, je ne m'empêche pas, je ne me fixe pas de borne, hein. Parfois, je suis dans le street, il n'y a pas de problème avec ça. Parfois, je suis dans des choses un peu... Même, je peux m'aller dans du gothique, j'ai pas de problème. Ah oui, gothique, carrément? Bah, faut pas se fixer de barrière. Mais après, ma base est classique. Oui, mais on a un peu l'impression que c'est très chic. Oui. En tout cas de moi ce que j'ai vu, oui, je trouve que ça fait très chic. Enfin, je veux dire, c'est pas des habits que tu mets tous les jours. Je veux dire, c'est des habits vraiment où tu te dis bon bah là, je vais soit à un cocktail, soit non, moi je trouve franchement que, en tout cas des habits que moi j'ai vus, c'était très chic, élégant, un peu dandy comme ça, un peu non. C'est les choses de tous les jours. Parce que, en fait, il faut comprendre que la manière, moi je suis un peu dans le lifestyle. Je veux dire, je suis comme ça, comme je suis depuis le matin. Si je dois aller cueillir mes tomates dans le jardin, je suis comme ça, c'est pas un problème. Donc c'est vraiment ma manière de vivre. Donc quand je mets un costume ou un chapeau ou quoi, je ne le fais pas pour une occasion spécifique. Oui, si c'est un cocktail ou une soirée de gala, je suis en smoking. Ça c'est autre chose. Mais après, le reste c'est vraiment ma vie de tous les jours. Donc ce que je crée, c'est des choses qui s'adaptent à la vie quotidienne. Donc ça peut s'adapter, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à penser que c'est un truc, parce que je veux dire, surtout maintenant, les gens en général sont assez plutôt simples, et donc ils mettraient voilà, juste un bête t-shirt et un bête jeans, et puis voilà, c'est comme ça qu'ils vont au boulot. Mais voilà, maintenant on a monsieur Defustel qui a plus de style. Non, mais après, chacun a ses codes. Hein. Voilà, chacun a ses codes. Voilà, donc, mais on a plus. Enfin, en tout cas, voilà, personnellement, moi j'ai l'impression que, voilà, que c'est des habits assez quand même classe, voilà, dandy. On dirait à la limite de la sape. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de la sape. En fait, je vais te dire quelque chose. Hein. L'élégance, c'est vraiment la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est moi qui donne vie à ce que je porte. C'est pas ce que je porte qui me donne vie. C'est moi qui donne vie à ce que je porte. Je veux dire, je peux être en costume ou dans une très très belle tenue africaine, mais si je ne lui donne pas un supplément d'âme de moi-même qui vient de l'intérieur, ben, tu ne verras rien du tout. Tu verras simplement une quelconque personne devant toi ou à côté de toi. Donc, c'est moi qui donne vie à la pièce que je porte. Ça peut être ces bijoux, ça peut être ce simple polo short, le shirt ou le chapeau. Mais c'est à moi de l'incarner, quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est pas que ce que je crée, c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut porter qu'à des occasions spécifiques. Non, c'est des choses de tous les jours. Mais simplement, ma manière de porter fait que des gens peut-être se disent que, pour mettre ça, il faut vraiment être prêt à aller à un endroit spécifique. Non, c'est tous les jours. Moi, je porte ça. C'est tous les jours. Donc, voilà. Non, c'est tous les jours. Donc, mais c'est un style, comment je définirais ça? C'est pas, tu parlais de ça tout à l'heure. Non. Je définis mon style et mon univers comme de l'afro-sartorialisme. Donc, afro parce que afro je suis, mais sartorial parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, ça découle de sartoria. Couture en italien. Couture en italien. Voilà, l'art sartorial, c'est toute une manière d'être, je veux dire, de s'habiller avec un zeste de décontraction, mais avec une base classique, quoi, tu vois. Mais après, à côté de ça, afro, parce que africain je suis. Mais dandy, c'est galvaudé. La sape, c'est pas mon univers, je considère ça comme un vrai concept, c'est un vrai problème pour l'Afrique, parce que ça fait 40 ans qu'on parle de sape, ça fait 40 ans que ça n'apporte rien à l'Afrique. Voilà. Donc il faut surtout pas dire que toi c'est de la sape, en tout cas. Je combats même ça en fait, si tu veux. Voilà. Mais est-ce que tu peux comprendre que certaines personnes vont se dire ah oui c'est la sape? Est-ce que tu pourrais comprendre ça? Je peux comprendre parce que beaucoup de gens ignorent parce que aussi c'est quoi vraiment la base Comment? Je veux dire, beaucoup de gens ignorent vraiment la vraie culture. Oui, bien sûr, mais beaucoup de gens, en fait, à partir du moment où on est black, où on est un peu, enfin, je veux dire, habillé en costume, cravate, tout ça, on dit, c'est un sapeur, des trucs comme ça. Non, parce que la sape, c'est quoi en fait? La sape, c'est la marque. La sape, c'est du bruit inutile. La sape, c'est une ode à tout ce qui est brillant, à tout ce qui est bling-bling. Il n'y a aucune profondeur. Il n'y a aucune profondeur. Un sapeur...
en dehors de parler de vêtements, tu ne vas pas parler de culture avec lui. Mais je viens de te dire que l'élégance, c'est la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est de la culture, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu représentes, comment tu interagis avec ton interlocuteur. C'est tout ce bagage-là qui fait l'élégance. Mais la sape, ce n'est pas de l'élégance, c'est du bruit inutile. Ok. Ok. Et alors donc, aussi tu es quelqu'un vraiment au grand cœur, puisque tu as créé une fondation. Donc tu es originaire du Cameroun. Et donc voilà, tu as décidé en fait de rendre un peu ce que la vie t'a donné. Et tu as créé une fondation dans ton village. Enfin déjà, tu as refait une école dans ton village. Et tu as aussi créé une fondation. Est-ce que tu peux un peu expliquer aussi? Disons qu'en gros, comme je dis simplement que je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je dois faire et je n'ai aucun mérite à le faire. C'est simplement que c'est ma capacité à m'émouvoir ou à comment je vais dire ça, à m'indigner face aux choses qu'on ne peut pas accepter de voir sans réagir. La pauvreté, le fait que les jeunes filles ne puissent pas avoir les moyens de se prendre en main, des trucs comme ça. C'est tout ça qui me fait réagir. Je ne fais rien de plus que, on va dire, apporter ma pierre à l'amélioration de ces situations-là. Mais ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Voilà, que je fais ça. Donc, je suis un enfant qui sort de ces situations, dont je combats ce que j'ai vécu moi-même, à travers le soutien aux jeunes filles, à travers la bourse scolaire, le soutien à un centre pour handicapés, parce que c'est des gens vulnérables qu'on a le devoir d'aider, de soutenir, à travers la construction de cette école qui est devenue un très bel outil de travail pour les enfants de ce village-là. Et puis je fais aussi d'autres choses ailleurs, mais je veux dire, je fais juste ce que chaque être ton humain... cœur... puis, chaque être humain, non, mais il y en a qui peut-être ne se sentent pas le besoin ou l'envie, tu vois ce que je veux dire, de commencer à créer des fondations, à former des gens à la couture, comme tu fais. Donc, Oui, probablement, mais après maintenant, comme je dis, c'est parfois dur, c'est parfois un peu, parce que bon voilà, c'est mes fonds propres que je mets dans tous ces projets-là, mais j'en tire une satisfaction d'imaginer que parfois ça arrive à aider les gens et à faire basculer les destins. C'est ça, mais tu as dit d'ailleurs que parfois tu reçois d'ailleurs des témoignages, des lettres des personnes qui sont vraiment touchées. Voilà. Bien sûr. Moi, je me rappelle en décembre, quand je suis arrivé au village, il y a un jeune homme qui m'a interpellé. « Bonjour, monsieur Le Fustel, bonjour. J'étais un enfant dans l'école que vous avez construite il y a à peu près 12 ans. J'étais à l'école là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Je conduis la moto. » Bon, j'étais content, mais déçu en même temps. Déçu parce que j'ai pas fait ça pour qu'un enfant sorte de là pour être conducteur de moto. J'ai fait ça pour vraiment... Mais bon, peut-être qu'il est devenu une meilleure personne. Voilà, c'est ça, il est devenu une meilleure personne, il a pu s'éduquer ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pour ça que maintenant, tous les projets que j'entame, c'est vraiment des projets que j'entame pour aller au bout. Vraiment pour suivre. Tu veux vraiment voir en fait le résultat. Exactement. Ce qui ne doit pas être évident parce que toi tu vis en Europe. Donc le fait de chaque fois devoir retourner... Il y a une équipe. Il y a une équipe de confiance. Il y a une équipe qui travaille. Oui. On ne peut pas tout faire. Il y a une équipe qui travaille. Il faut... on a une vision pour matérialiser ou implémenter la vision. On essaie de collaborer ou de travailler avec des personnes qui peuvent apporter ce qu'on n'a pas. Oui, exactement. En termes techniques, en termes parfois même intellectuels, en termes de maîtrise de certaines choses sur le terrain. Où, on essaie de s'entourer au mieux. C'est ça, c'est le plus important, je pense. Oui, je pense aussi. Ok. Et donc, les futurs projets, puisque je sais aussi que tu fais pas mal de défilés, souvent en Italie. D'ailleurs, les magasins italiens, on connaît franchement, on sait que la mode italienne, l'élégance italienne est quelque chose qui est connu de par le monde et tu es vraiment accepté dans ce milieu-là. Donc j'imagine vraiment que ça va te faire plaisir, que tu dois quand même te dire un petit peu, bon, ça va, je crois que j'ai quand même un peu de talent quand même, un tout petit peu. Pour être accepté dans ce milieu-là. Mais alors, quels sont tes futurs projets? Je sais que tu as des défilés qui sont en route, en Afrique. Un showroom, beaucoup de choses. Oui, disons que le projet le plus... c'est déjà au mois de décembre, aller pour les activités de la Fondation, parce que c'est un peu quelque chose qui prend le pas sur beaucoup de choses chez moi. Aller doter les jeunes filles de machines à coudre, de la section de l'industrie de l'habillement, aider ces petits enfants du centre pour handicapés, et puis...
voilà, c'est les futurs projets, ça c'est au mois de décembre. Et puis j'espère aussi pouvoir ouvrir ce showroom à Milan, qui va être en quelque sorte la plateforme d'achat des magasins de retail sur le continent. Ok, et puis bon, l'ouverture de ma boutique sur Abidjan, j'espère, je travaille pour en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, ça c'est les futurs projets. Donc si vous voyez Defustel à Abidjan, ne soyez pas étonnés. C'est que voilà, il a travaillé dessus. Mais j'étais en mars à Abidjan, donc c'est chez moi à Abidjan. Ah, ok. Mais alors tu m'as dit aussi, je ne savais pas, j'ai appris, puisqu'on apprend tous les jours, qu'Abidjan c'était la capitale du luxe, en tout cas en Afrique francophone. Oui, en Afrique noire francophone, la capitale du luxe c'est Abidjan. Abidjan. Et puis, si on réussit à implémenter un projet à Abidjan, on peut le faire dans d'autres capitales africaines. Ah, ok, donc c'est le début alors. Abidjan, c'est vraiment... oui, mais c'est le début. Hein. Abidjan, c'est le début. En fait, si tu veux, vraiment, je le dis ici, mon ambition, quand j'ai commencé dans l'univers de la mode, je me suis dit, je n'y vais pas en tant que figurant. Je vais parce que dans quelques années, le but, c'est que le nom Defustel, quand on parle de mode masculine, qu'on parle de Defustel. Ça, c'est je pense d'être en train de le faire. Oui. Et... mon ambition, c'est de créer le premier groupe de luxe en Afrique. D'accord. Donc, je reviendrai dans quelques années pour qu'on en reparle. Exactement. Mais c'est de créer le premier groupe de luxe en Afrique. Et ça va se faire. Donc, il y aura une boutique prototype, mais il y aura des franchises dans d'autres capitales. Ah oui, d'accord. Parce qu'en plus, on sait très bien que l'Africain aime beaucoup le luxe. Beaucoup. Il y a les nouveaux riches qui veulent consommer des choses qui sont de leur statut. Oui, c'est ça. Et puis, il y a les autres. Il y a les autres. Mais la vie c'est comme ça. Et Defustel sert les deux. Il faut, oui, mais en fait, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, c'est vrai. Business charity. C'est ce que tu fais en fait, puisque comme tu dis, avec tout cet argent-là que tu peux avoir, aussi des fonds aussi que tu as, tu aides les pauvres et voilà. Mais dans l'organigramme dans mon business plan, il y a un pourcentage du bénéfice qui est reversé à la fondation. Ah oui, d'accord, ok. Robin des Bois. Non. non, mais je dis, c'est un devoir. Non, mais je rigole, mais c'est bien ce que tu fais, franchement. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais ça ne nous appauvrit pas plus. Et parfois, c'est un peu difficile pour moi parce que déjà, à la base, je suis pas riche. Oui. Mais quand tu as de l'argent et que tu donnes à quelqu'un, ça fait plaisir parce que, en plus, allez, comment dire, c'est tellement plus, ça signifie tellement plus. Oui. Pour eux que nous. Oui, bien sûr. Mais je dis, avec 15 €, on change le destin d'un enfant. C'est ça qui est dingue. Mais c'est quoi 15 € pour nous? 15 €, je sais pas. C'est une bouteille de vin. C'est un McDo, quoi. C'est un McDo, voilà, c'est ça. Mais il faut être conscient de ces réalités-là et essayer de faire ce qu'on peut pour inverser les choses. C'est au pouvoir public de vraiment impulser, mais comme je dis, on a aussi, en tant qu'humain, cette responsabilité-là de ne pas fermer les yeux. Oui, je pense, parce que si on doit attendre... on peut attendre longtemps. On peut attendre longtemps. Oui. Et donc voilà, donc c'est des hommes comme toi, des gens comme toi, qui ont vraiment un cœur vraiment très généreux et qui aident aussi à de plus en plus aussi développer l'Afrique. En plus, tu vas dans le village, donc c'est encore, j'imagine, encore un peu plus compliqué. Ouais. Et voilà, mais tu fais ta part et tu es content de ce que tu fais, donc c'est vraiment génial. Je suis content, oui. Ouais. Ok, mais donc tu connais alors Mike Laveste? Ouais, on se connaît, on a déjà eu à exposer ensemble, c'est l'année passée, hein? Et non, il y a 2 ans, c'est là maintenant. Déjà? Oui, déjà, c'était... Non, l'année passée. C'était l'année passée. Faut penser à la deuxième édition. J'ai eu la chance de rencontrer Defustel et je me suis approché de lui en tant que petit frère et je lui ai parlé de ce que je faisais. Il était intéressé, il m'a invité à son événement l'année passée, qui s'était très bien passé d'ailleurs. Hein. C'était la première fois d'être avec lui, d'être parmi les grands. Il faut les reconnaître. Et ça a été un petit coup de pouce pour toi, ça t'a fait plaisir qu'il ait pu accepter. Oui, je l'ai rencontré, pas en tant que Mike Laveste, en tant que Michael Kidji. Ah voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes en toi là. Hein. Tu es chanteur, animateur, donc créateur aussi de mode, puisque tu as créé la chaussure Love. La chaussure de l'amour, la seule d'ailleurs au monde. Hein. Ça existe nulle part ailleurs. Et qui est Michael Kidji qui offre moi la chaussure de l'amour. Le concept est très simple. Vous mettez les pieds ensemble et un cœur qui apparaît au milieu. Voilà, les 2 chaussures ensemble. En fait, il y a un cœur qui apparaît en plein milieu de la chaussure. Ça, mais donc, en fait, il faut marcher à pieds joints, quoi. Pour que les gens voient. Parce que sinon, c'est chaud. Sinon, les gens voient pas. Mr. Love.
Donc tu expliques à chaque fois à la personne, non, attends, regarde bien, je mets mes pieds joints, tu vas voir, il y a un petit cœur. Mais non, mais en tout cas, le concept est bien et c'est un détail en fait que c'est vrai que si c'est pas dit, si c'est pas précisé, voilà, on sait pas, mais c'est un chouette détail. Oui, c'est pas qu'un détail. Je voulais venir par là parce que c'est une idée venue de très loin. Vous savez, c'est une idée qui est née après les attentats de Malbec. Le métro passé par Malbec, c'est passé par là-bas tous les jours parce que je partais faire mes cours de commerce extérieur. Ah oui. Et après cet attentat, ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis dit, ça m'a vraiment choqué. Oui. Et je me suis dit, il fallait peut-être faire quelque chose, ma pierre à l'édifice pour apporter un peu d'amour au monde, à l'humanité. Je me suis posé mille et une questions. Et fin de compte, je me suis dit, bon d'accord, pourquoi pas les chaussures? Parce que nous portons tous les chaussures. Même certains morts, on porte. Donc, de là est venue l'histoire de Michael Kidji avec un cœur. Le but, c'est que chaque fois que quelqu'un se sent mal, qu'il a du Michael Kidji, qui joint ses pieds, qui regarde le cœur et qui se rappelle de l'amour. Pas l'amour forcément amoureusement parlant, non. L'amour de la vie, l'amour des siens, l'amour de soi-même. C'est ça, le concept, en fait. Okay. Donc, c'est important que tout le monde ait une paire Michael Kidji, quoi. Je dirais même capitale. Capitale. Primordial dans la vie. Et donc, comment on peut se procurer ces chaussures, alors? Pour le moment, c'est sur les réseaux sociaux. Je fais les dépôts là. J'étais à la Manufacture 11. J'étais en l'expo là-bas. Un marché éphémère qui a duré 1 mois. C'est déjà fini. On est en train de travailler avec l'équipe sur voir comment est-ce qu'on peut avoir notre espace à nous pour avoir les chaussures. Mais pour le moment, tout se passe sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Et donc, alors, tu as quand même une histoire assez intéressante, puisque donc, tu es originaire de Brazzaville. Et donc, tu es... Pointe-Noire. Pardon ? Pointe-Noire, Congo Brazzaville. Pointe-Noire, pardon, Pointe-Noire. En plus, j'adore Pointe-Noire, c'est trop beau. Enfin bon, bref, entre parenthèses. Donc, mais tu es arrivé en Belgique sans papier. En 2011. En 2011, ok. Et donc, voilà, donc j'imagine que tu es passé vraiment par des étapes assez compliquées. Voilà, mais que ça ne t'a pas, voilà, tu ne t'es pas dit, bon ben voilà, je suis sans papier, je sais rien faire, justement, comme tu expliquais tout à l'heure, tu t'es battu pour vraiment te dire, bon ben voilà, même si j'ai pas de sans papier, au moins en tout cas j'ai de l'énergie, je veux faire des choses, et tu as réussi à faire en tout cas certaines choses. Mais un homme doit se battre. Sans papier, je dirais, on me dit sans papier, mais pourtant j'en avais 200, 300 000 papiers, c'est quoi le papier? Et c'est ça la question. Exactement, oui. C'est pas parce qu'on va dire que je n'ai pas le droit de rester dans un pays que je vais accepter et puis me tuer. Je dis bien me tuer. C'est vrai, je suis arrivé en Belgique en 2011. J'ai vécu toutes ces années sans papier. À partir de 2013, j'ai fait une demande d'asile. Ouais. Et à partir de 2013, tout est parti à l'eau. J'avais commencé les cours en commerce extérieur. Et je fais la 2e année pour avoir mon baccalauréat. Bah, tout est parti. J'ai dû arrêter. Tu as dû arrêter pourquoi? Parce que j'avais plus le droit de faire quoi que ce soit. J'avais plus le droit de travailler, plus le droit aux allocations, plus le droit d'aller à l'école, plus de droit à rien. Dès là, je me suis mis à réfléchir. Eh bien, si je n'ai plus le droit à quoi que ce soit, comment est-ce que je vais vivre? Là, c'est la survie qui prend le dessus. Qui prend le dessus. Il fallait bien survivre. Il fallait aller gauche, droite. Et j'ai eu la chance d'habiter un quartier où il y avait pas mal de chaussures. Pas mal de trucs à faire, en tout cas il y avait pas mal de trucs à faire. Je veux dire pas mal de commerce, j'ai envie de dire, pas mal de commerce, et je suis rentré là-dedans, et je me suis pas laissé abattre, et j'ai donné à fond. Oui, un esprit très fort en tout cas. Michael Kidji, c'est sans papier que je l'ai créé. Ah, ok, donc voilà. Et donc quel conseil toi tu donnerais aux gens qui sont en Afrique et qui aimeraient venir ici, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu leur dirais de faire la même chose que toi? Ou bien tu leur dirais de rester en Afrique et de construire l'Afrique? Quel serait ton... Est-ce que je leur dirais de ne pas souhaiter réussir? C'est peut-être de ne pas souhaiter réussir, de ne pas vouloir réussir. Parce que venir en Europe, c'est vouloir réussir. Ça faut le dire. Oui. C'est l'argent. C'est l'argent. Si on arrive en Europe, s'il y a nos frères qui sont prêts de mourir pour traverser... c'est parce que ça va mal l'Afrique. Donc les gens quittent l'Afrique pas parce qu'ils ont envie de quitter l'Afrique. Je pense que tous les gens qui ont quitté l'Afrique auraient aimé rester là sur place parce que la vie en Afrique, elle est belle. Mais s'il n'y a pas des conditions que vous le voulez, on est obligé de venir à l'Europe, en Europe paradis, c'est qu'on nous fait croire. On vient en Europe, je dirais à personne de rester où il est. Mais s'il y a possibilité de faire quoi que ce soit de bon, si on a des moyens de rester sur place et avoir plus de créativité, monter un petit truc qui peut vous permettre d'aller plus loin,
Je pense que c'est l'essentiel, c'est bien. L'Europe, c'est bien. Si vous venez, mais il faut s'accepter d'être les réalités européennes. Il faut accepter la galère qui va avec. Mais est-ce qu'ils le savent? C'est ça le problème. Parce que comme tu dis, on vend trop l'Europe, je pense aux Africains, comme l'Eldorado, comme vraiment on trouve l'argent par terre, comme enfin voilà. Et puis aussi, il y a pas mal de gens d'ici, donc de diaspora, quand ils retournent en Afrique, ils vont et c'est comme ça, ils font comme ça avec l'argent. Donc voilà, est-ce qu'ils sont bien conscients que en fait l'Europe, c'est pas si facile que ça? Non, ils sont pas conscients. La diaspora, la télé surtout, les médias, ils sont pas conscients du tout. Moi, je venais en Europe, pour moi, c'était arrivé, et avec tout ce que j'avais comme bagage intellectuel, je me disais, bon, d'accord, j'arrive et j'irai travailler tout de suite directement où je vais continuer les études pour me mettre au niveau et puis bas si j'aurai le travail. Mais tu arrives, la première chose, on te parle du Ngonda. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la demande d'asile. Et tout ce qui va avec. Vous voyez. Donc, moi, je pense que c'est aussi notre devoir à nous de parler, d'expliquer à ceux qui sont là-bas ce que c'est que l'Europe. Ceux qui vont faire, j'attaquerai pas les sapeurs ou la sapologie, mais ceux qui vont faire du voyons en Afrique. Oui, c'est ça. C'est aussi leur faute. Oui, c'est ça. Aller expliquer à ceux qui sont restés là-bas que l'argent, c'est pas facile. Partout, il faut se battre. Peut-être encore plus dur en Europe qu'en Afrique. C'est ça, exactement. Mais je dirais pas non plus aux Africains qui sont en Afrique en train de galérer à cause des politiques qui sont pas forcément bien. Et de rester sur place, ils ont le moyen de venir. Je ne le dirai pas, mais il faut savoir ce qu'on veut. En fait. Il faut savoir, et il faut le faire aussi intelligemment. Intelligemment. Voilà. Alors, donc, maintenant, tu es aussi dans la chanson, donc on va vite, il reste plus beaucoup de temps. Donc, tu es dans la chanson aussi, donc tu as fait une chanson Love, et tu as la dernière chanson, c'est Ça ira, où justement, tu prends un peu cette expérience-là de sans-abri. Je crois que tu as fait Ça ira. Enfin, en tout cas, voilà, que tu as été dans des difficultés, et que donc tu essaies vraiment de motiver les gens de... Ça ira, c'est... Si vous voyez bien l'histoire du clip, on me reproche la simplicité du clip. Il est très simple, c'est voulu comme ça. Il y a l'histoire de ce type qui se réveille d'une gare, c'était la gare du Nord, qui se lève le matin, qui prend son sac, qui commence à traîner dans toute la ville, vendre ses petits CD pour essayer essayer d'avoir de quoi manger. Toute cette histoire, passer les nuits dans le froid, à la gare, traîner dans la rue pour essayer d'avoir quelque chose à manger. Aller dormir même chez les autres, chez les amis, ça c'est mon vécu. Je sais qu'il y en a blindés ici à Bruxelles et partout, peut-être dans le monde, pas qu'en Europe, qui sont dans des situations pareilles. Et cette chanson, Ça ira, déjà le titre et tout le message qui va avec, c'est surtout pour donner de la force à ceux qui sont dans ces moments difficiles. C'est une manière pour moi, comme l'a dit le grand frère des Fistels, d'apporter un peu de sourire, un peu du mien, un peu de la force à ceux qui en ont besoin. Je ne dirais pas que ça va très bien maintenant. On est toujours en train de se chercher. Non, mais... on est en progrès. Enfin, la vie, c'est ça. C'est bien sûr, c'est ça. Donc, ça ira, c'est pour tous ces gens. Pas que ceux qui n'ont pas de papier. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Les sans-abri. Tu prends ce que tu as vécu, mais c'est clair que tout le monde vit quelque chose à un certain moment donné. Mais toi, tu es là pour dire, ça ira. C'est un peu comme la chanson Don't Worry, Be Happy. C'est bien ça. Hyper positive, la Don't Worry, Be Happy. Et donc voilà. Donc ça, on peut retrouver aussi sur ta page, Michael. Mike Laveste. C'est Mike Laveste. Mike Laveste, sorry. La veste en un mot. Voilà, la veste. Ah, la veste en un mot, ok. La veste en un mot. Et donc, futur projet, est-ce que tu as d'autres chansons qui vont sortir? Ça ira et Love, c'est les deux premiers projets. Là, il y a un single en vue qui sera prêt d'ici la fin de l'année. Oui. Et un single, il y a plein de projets, mais on est en train de finir le maxi single des 5 titres. D'accord. Ça ira et Love, ce sont les premiers. Déjà dedans. Et ils seront dedans. Il y a d'autres encore qui arrivent. 3, en tout cas. Non, ça ira et Love, plus 5 autres. Ah, ok, 7 en tout. 7 en tout. Ok, t'as vu, je sais compter. Donc voilà. En tout cas, un très très grand merci parce que vous savez que la demi-heure est déjà passée. Sérieux? Oui, ouais. C'est déjà passé. Alors, Defistel, comment est-ce qu'on peut retrouver tout sur toi? Facebook, juste Defistel sur Google et puis on a tout. Hein. Ah, il faut googler, googler Defistel. Juste Defistel et puis il y a tout le déroulé. Il y a tout le déroulé et il y a beaucoup. Tout le référencement. D'accord, ok, bon, en tout cas, voilà, donc les gars, vous devez googler Defistel, vous allez voir tout ce qu'il fait, voilà. C'est génial, et pour les hommes, en tout cas, si vous n'avez pas d'idée comment vous habiller, etc., franchement, suivez son style, parce qu'il est vraiment génial, classe, voilà. Et toi, Mike, la veste en un mot? Mike la veste, Mike comme Mike, pas le micro, hein. Mike, M-I-K-E. M-I-K-E, la veste, comme vous entendez, la veste en un mot. Sur tous les réseaux sociaux, YouTube, sur Google bien entendu aussi, là vous aurez tout.
comme l'a dit le Fustel. Voilà. Ok, mais en tout cas, un très très grand merci à mes invités. Franchement, ils étaient super géniaux pour revenir. En tout cas, c'était vraiment voilà, super intéressant en tout cas de les avoir. Et on se dit à la prochaine sur Al Mouatin dans 30 minutes. Et puis c'est tout.